Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 1 de Shingeki no Kyoji qui est sorti hier à 18 h sur Wakanim. Premier épisode de la saison 4 qui a été réalisé par le studio MAPPA. On a changé de studio différent pour les saisons 1, 2 et 3. Et un des risques, une des questions qu'on se posait pendant ces 2 ans d'attente, c'était de savoir si ce studio allait remplir le cahier des charges, allait faire correctement son travail pour nous fournir aujourd'hui des épisodes de qualité pour traiter l'une des parties les plus importantes du manga qu'on suit depuis maintenant une dizaine d'années. Alors j'espère que tu es prêt et que tu es installé confortablement parce qu'on va parler de la saison 4 et de l'épisode 1 de Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans. Alors déjà en ce qui concerne le générique, c'est un tout nouveau générique, c'est des images qu'on n'avait pas eu avant, puis le risque d'un générique quand il arrive comme ça sur un épisode 1, c'est peut-être de décevoir les fans ou de spoiler sur la suite de l'aventure en présentant des images qui nous mettraient sur des pistes ou qui nous mettraient sur différentes conclusions qu'on pourrait avoir et nous gâcher le plaisir de découvrir directement l'action dans l'épisode. Générique qui est vraiment réussi et qui est artistique. Quand j'ai vu le générique comme ça avec plusieurs armes en noir et blanc, des détournements comme des oiseaux qui tombaient du ciel et qui représentaient des missiles ou alors des explosions qui étaient au final des feux d'artifice plein de couleurs, j'ai tout de suite pensé à l'artiste Banksy, un street artiste qui utilise le tag et le dessin en moyen d'expression, qui détourne certains éléments du dessin pour faire comprendre un message ou une idée derrière. Pas mal d'images qui sont assez connues, que des enfants soldats qui tiennent un élément qui est complètement détourné de l'image et qui est notamment mis en couleur pour montrer un petit peu la différence qu'on a entre la froideur et la noirceur d'une situation et le cœur de l'enfant, le cœur de la joie qui peut être représenté. Généralement, on a par exemple des pistolets qui tirent des colombes, des enfants qui tiennent des ballons avec des cœurs bien rouges pour nous présenter un petit peu les horreurs de la guerre de la race humaine et également tout ce qu'il y a de plus beau chez l'humain, tout ce qu'il y a de plus innocent chez l'enfant. Donc je vous invite directement à regarder Banksy sur internet, de regarder la plupart de ses œuvres et de ses dessins qu'il a aujourd'hui mis en place et qu'il a publié. Je vous rappelle que Banksy est une personne qui est complètement anonyme, qu'on connaît pas et qui a réussi à se faire connaître uniquement par rapport à ses dessins sauvages qu'il a réalisés sur les murs des plupart des grandes villes. Il y en a pas mal à Paris et dans d'autres villes. Moi je suis de Paris donc je sais, mais pour les autres villes c'est des choses qu'on peut voir directement. Et dans cet épisode 1, ça va être directement le thème traité. On va avoir une différence qui va être assez importante entre le champ de bataille, le champ de guerre. On est en pleine guerre qui va nous rappeler un petit peu la Seconde Guerre mondiale. On est dans des tranchées avec des armes à feu, des armes automatiques, des forts, le fort Salva ici qu'on voit, des soldats qui ont un équipement de cette époque avec un casque. C'est une époque quand même dans les guerres où il faut le rappeler où on est vraiment exposé. On est obligé de se cacher dans des tranchées parce que le moindre impact de balle peut nous tuer. C'est plus du tout des guerres chevaleresques où on charge avec 2 chevaux, etc. J'ai bien aimé aussi quelques références qu'on peut avoir dans cet épisode-là. Le train blindé, par exemple, qu'on a pu voir directement et qui a attaqué les titans, a été directement inspiré par un train blindé qui était actif pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'Empire ottoman. Là, j'essaierai de vous mettre quelques images d'archives si je peux les avoir. C'est un truc qui a été super intéressant. Donc, on voit que Isayama, pour écrire la deuxième partie de ce manga-là, s'est vraiment renseigné sur un petit peu les défis historiques et toute la technologie qu'on pouvait avoir à cette époque-là pour nous retranscrire le monde imaginaire qu'il a dessiné et pour mettre en exergue, mettre en valeur de nouvelles problématiques, de nouveaux moyens de se battre à partir du moment où on s'est dit que la technologie est arrivée à ce niveau-là dans l'œuvre. Donc c'est hyper intéressant de le voir. Donc on est vraiment dans une peur de la technologie, une peur du métal, une peur de ce qu'est capable de créer l'homme aujourd'hui pour détruire ses semblables, pour détruire le monde. Et en plein milieu de cette tranchée, donc on a des enfants soldats. Donc là aussi, on a un thème qui nous rappelle celui de Banksy, des enfants de soldats qui doivent aller au front, qui doivent remplir leur mission, qui doivent aller détruire l'ennemi. Donc ça, c'est un petit peu le contexte qu'on a directement plongé dans cet univers, dans ce contexte. Et on va commencer à travers le personnage de Maguette, de nous parler un petit peu du contexte. Dans quel contexte on est aujourd'hui, quelles sont les problématiques, quels sont les éléments qui vont nous être montrés directement par l'auteur. L'intégralité de l'action a déjà été impactée par la défaite de Reiner, Bertholdt et de Sig il y a 4 ans. Donc l'Empire Mar avait plusieurs titans qui constituaient un petit peu sa force et sa suprématie sur les autres pays. Il y avait donc le titan Primat avec Sig, le titan Cuirasse avec Reiner et le titan Colossal avec Bertholdt et le titan féminin. Et il se trouve que pendant la mission pour aller chercher le titan fondateur sur l'île du paradis, ils ont perdu 2 titans, à savoir Annie qui est enfermée directement dans un cristal et Bertholdt qui a été dévoré par Armin et qui donc ne sont plus sous le joug de l'Empire Mar. Leur puissance militaire a donc diminué et il se trouve que dans ce conflit-là, leur puissance a donc été diminuée et il se trouve que les autres coalitions de pays ont commencé à rentrer en guerre contre Mar en mettant en doute leur suprématie et en leur disant
Nous, on est capable avec notre technologie de vous tenir tête et de réclamer un peu plus de pouvoir ou un peu plus de liberté en tout cas. L'Empire Mar est obligé de composer avec ça depuis 4 ans et eux, ils ont une hiérarchie assez spéciale dans leur armée. Donc comme on peut voir tout en bas, il y a les fantassins, comme dans toute l'armée, hein, il y a les fantassins. Et ici, donc il y a des fantassins qui sont en Mar, donc qui vont être du peuple Mar, et il y a les fantassins Eldiens. Et en fait, les Eldiens sont dans l'échelle hiérarchique et raciale de Mar, sont le peuple qui est au plus bas, le peuple que l'on peut sacrifier, le peuple qu'on envoie au front, les fantassins qu'on envoie directement chargés pour aller attaquer l'ennemi. Ensuite, au-dessus, il y a 4 personnages qui sont des potentiels successeurs de Reiner. Donc ces 4 personnages sont des Eldiens. Donc ils font aussi partie de l'aile basse, enfin ils font partie des personnes dans la hiérarchie raciale de Mar les moins importantes, mais eux ils représentent un potentiel. Je pense que durant leur carrière militaire, ils ont montré qu'ils avaient le potentiel, ou en tout cas l'idéologie, ou l'envie de vouloir défendre Mar et de prendre la succession des titans. Donc déjà, c'est un geste assez important puisqu'on sait que les titans vivent 13 ans et qu'à la suite de ça, ils sont obligés de mourir. Donc ensuite, ils sont transmis à un autre guerrier qui est directement là pour le prendre. Et on choisit pas les guerriers au hasard, en fait il y a des concours, il y a un examen, c'est les guerriers qui sont le plus combatifs, qui veulent le plus représenter Mar et qui ont fait des faits militaires les plus importants, qui auront le droit eux de récupérer le titan. Donc on est un petit peu dans ce contexte là avec la pression de la présentation de 4 nouveaux personnages. Je pense que c'est des personnages qu'on va suivre directement par la suite et qui vont nous ramener un peu plus dans le détail de cette problématique qui va être nous être présentée dans cette prochaine saison. Un des 4 successeurs sort du lot, bien sûr, c'est Gabi, qui elle n'a pas froid aux yeux et qui apparemment est en tête aujourd'hui pour avoir la succession du titan cuirassé et qui n'hésite pas à nous montrer dans la scène qu'elle peut directement se mettre en danger pour pouvoir réussir sa mission. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller attaquer le train. Pour pouvoir le faire exploser, pour pouvoir appeler et utiliser des titans. Oui, parce que dans la hiérarchie, en fait, on a donc les fantassins qui sont Eldiens ou Mar, on a donc directement les 4 successeurs potentiels, et ensuite, au-dessus de ça, on a les titans, à savoir le titan cuirassé, le titan primal, le titan mâchoire, le titan charrette qui a directement des mitrailleuses autour de lui, qui est beaucoup mieux équipé aujourd'hui. Et ces titans-là, c'est la richesse de Mar. Il faut absolument pas les perdre, donc on peut pas les envoyer comme ça directement au front, se faire abattre par les canons ennemis. Parce qu'il y a aujourd'hui aussi la technologie, on va y venir plus tard, mais la technologie a pris de l'importance. Aujourd'hui, l'avantage qu'ils avaient Mar avec les titans est en train d'être remis en question avec des missiles anti-chars, des missiles anti-blindage qui sont capables de tuer ou en tout cas de blesser les titans sur un seul tir. Donc à partir de là, ça c'est la carte maîtresse de Mar. Il faut donc les garder de côté. Et ce qu'on sacrifie pour aller détruire ce train qui est aujourd'hui une problématique pour les titans, c'est les fantassins, c'est les Eldiens. Sauf que Gabi, comme je vous l'ai dit directement, Gabi, elle a dit qu'elle était capable de le faire et donc elle se met en danger, elle met en danger tout ce qu'elle représente. C'est pas seulement elle, c'est une personne qui a été formée, sur lequel il y a eu des dépenses économiques et monétaires importantes, comme le dit Maguette, le général Maguette. C'est quelqu'un sur lequel on a investi et qui devient beaucoup plus précieux. Mais elle passe outre ça et ensuite avec une dynamite, elle fait directement dérailler le train. Ça, c'est vraiment important pour elle, pour pouvoir marquer des points, pour pouvoir ensuite revendiquer la place du successeur du titan cuirassé. Donc on peut voir en fait Mar qui est beaucoup moins puissante qu'on aurait pu le croire à la fin de la saison 3, puisqu'on voyait l'ennemi invisible de l'autre côté de la mer et on le pensait surpuissant. Aujourd'hui on est en train de voir que non, depuis 4 ans, aujourd'hui ils ont des guerres, ils ont leurs propres problèmes, et c'est peut-être que pour ça, donc ce qu'on apprend dans cette épisode-là, c'est que pendant 4 ans, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de guerre entre l'Empire Eldien et l'île du Paradis, parce que Mar est en train de se défendre par rapport à d'autres problèmes militaires et d'autres problèmes qui sont dus à la défaite de Reiner, Bertholdt et de Sig et de la perte des 2 titans, le titan féminin et le titan colossal. Donc une fois que le train est explosé, bien sûr, là la guerre elle change complètement, on envoie directement les titans, on envoie les cartes maîtresses, on est capable d'envoyer les meilleurs éléments de Mar, et là on voit un titan mâchoire qui est complètement redesigné, qui est complètement refait, qui ressemble plus du tout à l'ancien, et moi j'aime beaucoup ce design là, qui va aller arracher les rails, et on a aussi le titan charrette qui va venir pour détruire l'intégralité des bastions, des places fortes de cette alliance du Moyen-Orient, pour pouvoir aller attaquer directement la forteresse de Salva, la forteresse de Salva qui elle-même, comme elle est en hauteur et en surplomb, protège les navires. Donc on peut voir que les titans
titans sont envoyés de manière complètement stratégique, hein, on les envoie plus au front, on n'est plus dans la même logique que dans la saison 1, 2 et 3 où les titans sont envoyés comme ça bêtement. Là non, on a des dispositifs et des défenses qui sont complètement différentes et une technologie aujourd'hui force, en tout cas les forces en présence, d'utiliser les titans avec parcimonie, de manière précise et stratégique. Donc on a une intégralité de soldats eldiens, j'imagine que c'est des prisonniers ou des gens qui ont dû se rebeller, qui sont envoyés en l'air à travers un hub dirigeable et qui, je pense, ont eu la fameuse piqûre du liquide spinal de Sig. Et une fois qu'il bombarde l'intégralité en fait de ces prisonniers eldiens, Sig balance un cri et l'intégralité de ces personnes se transforme en titans et écrase complètement les défenses de la forteresse Salva. C'est une nouvelle utilisation de la force des titans qui est complètement différente de celle qu'on a pu voir. Avant, on avait des guerres qui étaient vraiment au niveau du sol. Aujourd'hui, on a des guerres qui sont au niveau du sol et qui peuvent également être sur la mer avec les bateaux qui ont une artillerie lourde et l'utilisation de ballons dirigeables pour pouvoir attaquer directement par les cieux. Enfin, on a le débarquement des deux plus puissants titans de l'Empire Mar, le titan cuirassé qui est spécialisé en défense et le titan bestial qui est spécialisé en attaque, hein, parce que comme c'est un joueur de baseball et qu'il est capable d'envoyer directement des projectiles, c'est quand même une force de frappe qui est assez puissante et il l'utilise directement pour terrasser cette alliance du Moyen-Orient, détruire la forteresse Salva et détruire l'intégralité de la flotte de cette alliance des pays du Moyen-Orient qui sont donc plus une menace. Cet épisode nous montre le terme, la dernière journée, la dernière bataille de cette guerre qui a opposé l'Empire Mar et l'Empire du Moyen-Orient. Le constat qu'on a par rapport à ça, c'est que déjà, Mar a plusieurs hiérarchies et Mar compose avec l'utilisation de manière militaire des titans. C'est une utilisation qui est organisée, c'est une utilisation qui se succède. Hein, depuis 100 ans, Mar se succède l'intégralité de ces titans de soldats en soldats eldiens qui sont formés pour devenir ce travail de successeur. Donc ils maîtrisent complètement les Eldiens qui sont en tout cas sur leur terre et sur leur territoire. On a quand même pour la première fois et dans le manga un rapport racial, une différence hiérarchique et raciale ramenée directement dans le propos du manga. On voit également quelles sont les problématiques de Mar aujourd'hui, pourquoi est-ce que Mar va se réorienter en tout cas, ou en tout cas pourquoi est-ce que Mar va se tourner une nouvelle fois vers l'île du paradis, pourquoi est-ce qu'elle les a attaqués une première fois. Elle est en recherche aujourd'hui, Mar, non seulement de détruire les Eldiens pour se venger d'une histoire qui date de plusieurs années ou de plusieurs centaines d'années et du massacre du peuple Mar par les Eldiens, mais également pour récupérer une puissance militaire. On est vraiment sur des problématiques qui sont géopolitiques dans le monde de Shingeki no Kyoji, où avant c'était juste un bastion, ou en tout cas une ville derrière des murs, et aujourd'hui on est sur des problématiques monétaires, des problématiques technologiques, des problématiques aussi de titans, hein, parce qu'on reste dans le manga l'attaque des titans, mais sur des problématiques qui sont beaucoup plus géopolitiques et stratégiques qu'on pouvait l'avoir auparavant. On a également l'état de fait que Mar n'est plus du tout dans la même position dominante qu'elle l'était il y a quelques années ou il y a 4 ans avant son attaque directement, et que la plupart des pays s'en sont rendus compte et qu'aujourd'hui ils sont en train de former une coalition pour pouvoir directement attaquer Mar, puisqu'ils le sentent qu'avec la perte du titan colossal et du titan féminin, Mar est peut-être dans la situation où elle peut en tout cas se faire renverser actuellement. Donc c'est un épisode où on voit pas du tout les Eldiens, on voit pas Eren, on voit pas Mikasa, on voit pas Armin, on voit pas Levi, on voit directement les ennemis, où ils en sont, et on a le contexte qui est posé pour savoir aujourd'hui où en est l'Empire Mar, quels sont ses problèmes, quelles sont ses problématiques, et aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour pouvoir rééquilibrer un peu toute la puissance militaire qu'ils ont perdue. Donc voilà pour en tout cas ma première analyse à chaud de l'épisode 1 de Shingeki no Kyoji. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker ma vidéo ou à directement mettre un commentaire si vous avez des questions et si vous avez vos propres avis sur l'ending, sur l'opening de l'épisode qu'on a eu hier, ou directement concernant l'épisode qu'on a vu, hein, concernant la technologie, concernant l'utilisation des titans et concernant le fait qu'on n'ait pas vu les personnages principaux. Est-ce que ça vous plaît aujourd'hui qu'on développe l'intégralité des personnages de Mar, ou est-ce que vous attendez directement quelque chose pour un premier épisode de la saison 1 de Shingeki no Kyoji? En tout cas, je vous dis salut et puis je vous dis à une prochaine fois, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.